à la dernière de l'émission Au 360. Le magazine télé produit et réalisé par les étudiants de la Cité qui commence maintenant. Sur les réseaux sociaux. Ce soir au 360, le grand gagnant du concours TFO 24/7 La Relève enfin dévoilé en direct. Je trouve que je suis juste bien entourée des animaux. Un documentaire qui nous amène en campagne avec La Relève de Mathieu Saint-Pierre. Bonne dernière au 360. Je m'appelle Fabienne Labbé et il me fait plaisir d'animer cette dernière émission avec mon collègue Yamil Coulombe. Ce soir, nous nous entretenons avec des étudiants sur le thème de la dépendance à la technologie et nous discuterons aussi de l'avenir des métiers traditionnels. Mais ce n'est pas tout. On a aussi une grande surprise à vous dévoiler d'ici la fin de l'émission. Mais avant de commencer, voici les nouvelles. Une conférence de presse organisée par le comité Action Réfugiés UCO s'est tenue aujourd'hui à l'Université du Québec en Outaouais pour annoncer une série d'initiatives échelonnées sur plusieurs mois qui visent à faciliter l'accueil et l'intégration des réfugiés à travers la sensibilisation du grand public. Ce comité, formé de professeurs, d'étudiants et d'employés de l'UQO, a pour mandat d'offrir une variété d'activités d'information et de sensibilisation au sujet des réfugiés et d'organiser des activités de financement pour permettre à certains réfugiés d'entreprendre ou de poursuivre des études universitaires gratuitement. Le programme d'étudiants réfugiés de cet organisme donne à des réfugiés la possibilité de se réinstaller et de poursuivre leurs études postsecondaires au Canada à titre de résident permanent. Aujourd'hui, la ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, a annoncé lors d'une conférence de presse l'attribution d'une aide financière de 335 000 $ pour soutenir le Ski Tour Canada 2016 à Gatineau. L'organisation accueillera pour la première fois de l'histoire les meilleurs athlètes au monde de ski de fond et la finale de la Coupe du monde qui débutera à Gatineau le 1er mars. Regroupant 150 athlètes de 23 pays, l'événement est une épreuve de ski de fond en sprint style libre de 1,7 km en parcours urbain. Le début du plus beau événement de ski de fond au monde, ici chez nous à Gatineau. On ne peut que rêver de grandes choses chez nous. Et pourquoi pas, puis je lance ça à tout le monde, pourquoi pas rendre notre région la plus performante en ski de fond au monde. Il ne reste que 3 jours avant la clôture de la 38e édition de Val de Neige. Encore une fois cette année, la météo a été un sujet populaire puisque l'on craignait une ouverture tardive du festival, mais ce qui ne fut pas le cas. Toutefois, la météo n'a pas toujours été au rendez-vous durant ces 2 semaines et de nombreuses activités ont dû être annulées et l'accès a été limité aux glissades du parc Jacques-Cartier ainsi qu'à la patinoire du Ruisseau de la Brasserie. La glace de la patinoire du Canal Rideau a aussi été interdite au public pendant plus d'1 semaine. Espérons que le temps plus froid attendu ce week-end permettra aux organisateurs de clôturer le Bal de neige 2016 sur une note positive. Allô, je m'appelle Mélina, je suis régisseur de plateau, puis c'est moi la boss du studio. Salut, moi c'est Adnan, je suis caméraman pour La Semaine Magazine. Puis c'est une belle shot, ça. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, pour La Semaine Magazine, je suis opérateur Blu-ray, assistant décor, puis assistant éclair. Ah, cool. Ouais. Salut, moi c'est Philippe. Je fais le super, puis c'est super. Allô, moi c'est Rachel, je m'occupe des réseaux sociaux et de la régie de plateau. Bonjour, mon nom c'est Christopher Leduc, je vais te brancher ça. Bonjour, moi c'est Francis Lavoie, caméra VL. À cette heure, tassez-vous, vous êtes dans ma shot. Allô, moi c'est Angelica, je suis assistante au décor, à l'éclairage, je fais de la caméra, je fais du making-of, je fais du maquillage aussi. Alors Jacob, qu'est-ce que tu fais toi pour La Semaine Magazine?
Moi, je suis preneur de son dans le mobile, puis je travaille pour l'équipe VL. C'est quoi ça, l'équipe VL? L'équipe VL, c'est le monde qui se font envoyer à l'extérieur pour tourner le visuel pour comme ça. Intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis caméraman dans le studio et j'aide au décor et au éclairage. Moi, c'est Nicolas, je vais vous aiguiller ça. Allô, moi c'est Danica, je suis assistante en réalisation. Bonjour, moi c'est Petit Matt, c'est moi qui vous éclaire. Salut guys, moi c'est Mathieu, je suis caméra VL et monteur. Je vais t'assembler ça, moi ce beau visuel-là. Salut, moi c'est Sébastien Gouvernancier, je suis monteur pour l'émission O360. Donc je suis aussi dans l'équipe VL, donc je fais des tournages extérieurs et je fais des CCU pour en studio et caméraman pour le programme. Bonjour, moi c'est Mathieu, je suis preneur de son pour la semaine O360. Bonjour, moi je suis Philippe et c'est moi le chef décor. Salut, moi c'est James, je suis monteur pour la semaine magazine et CCU Mobile. Moi c'est Laurie, puis je suis full heureuse de tout vous réaliser ça. Woo! Les nouvelles technologies se créent à un rythme effréné. On a à peine le temps d'apprendre à maîtriser un nouvel appareil ou une application avant qu'une version plus efficace soit inventée et ces technologies sont devenues de véritables béquilles pour nous. Aujourd'hui, on se questionne sur la dépendance des étudiants à la technologie, mais avant d'en parler, je vous invite à regarder ce qui suit. Toute la semaine, nous avons eu le plaisir d'accueillir des étudiants du programme de journalisme de la Cité pour participer à nos tables rondes qui ont été... Donc, ces étudiants-là ont été, dans le fond, nos experts sur divers sujets. Ce soir, j'ai avec moi Marika Bellavance. Bonjour. Allô. J'ai Fares Kaf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Cindy Herman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, le sujet, vous le connaissez bien, on parle de la dépendance à la technologie, mais plus spécifiquement chez les étudiants. Avant de commencer la discussion, j'ai quelques statistiques à partager avec vous sur le sujet. Saviez-vous que 31% des jeunes envoient des messages textes pendant les heures de classe? Oui. Que 60... Vous faites partie de cette statistique. C'est ça. On est tous des statistiques. Oui. C'est ça. 73% d'entre eux sont sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous faites partie de ça aussi. Oui. Et que 75% ont un téléphone cellulaire. Moi, j'aurais pensé que ça serait comme 98%. Mais bon. Alors, je vous lance la première question. Selon vous, est-ce que les jeunes de votre âge sont dépendants de la technologie? Je pense que oui, là. Je pense que c'est officiel. Je pense que c'est unanime qu'on est vraiment dépendant de la technologie. Tout le monde a Facebook, tout le monde a Twitter, tout le monde a un téléphone intelligent. C'est genre, c'est rendu la norme que tout le monde a tous ces médias sociaux et ces appareils. Ça nous suit partout, là. Comme vous avez dit, on texte pendant les cours, on a un accès tellement facile à la technologie puis au cellulaire. C'est ça, c'est facile de traîner notre cellulaire puis de passer notre temps là-dessus pendant la période. Puis qui le laisse à la maison vraiment le matin sans paniquer? Complètement perdu. C'est ça. Vraiment. Voilà. Je seconde, moi aussi, ça m'arrive souvent, ça, puis je panique, c'est la panique totale. Ben oui. À quel moment est-ce que la technologie est arrivée dans vos vies? Mon Dieu, ça remonte à pas si longtemps que ça. Moi, personnellement, mettons, pour le cellulaire, moi, j'étais en secondaire 3. Je l'ai eu tard, en fait. Moi, j'en voulais un avant, mais mes parents ne voulaient pas. Et je les comprends, d'ailleurs, parce que je pense que ça prend une certaine maturité pour être capable d'utiliser la technologie d'une bonne façon. De gérer son temps. Oui, c'est ça. Puis quand tu es plus jeune, c'est moins nécessaire, je crois. Alors, personnellement, c'est ça, secondaire 3. Là. Moi, c'était vraiment quand j'avais 14-15 ans que j'ai commencé à vraiment utiliser la technologie intelligente. Avant, j'avais comme un téléphone
texte, appel, c'est tout. Mais là, je pense que j'avais 14 ans, j'ai mon premier téléphone intelligent qui je pouvais texter, je pouvais aller sur les médias sociaux, sur Internet et tout ça. Je pense aussi que mes parents étaient nerveux que je devienne comme un zombie de la technologie. Avec raison. Ouais, ils m'ont limité, là. Puis là, quand j'avais 15 ans, quand c'était assez vieux, que c'était genre un peu nécessaire de savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais, ils m'ont donné un téléphone. C'est ça. Mais moi, ce qui est pour moi, j'ai commencé à avoir secondaire 2 un téléphone, mais un ordinateur, je l'ai eu en 4e année, 5e année, mais j'avais seulement le droit à 30 minutes par jour, sinon ma mère me chicanait, c'est ça. C'est bien. Sinon, dès que j'ai commencé à travailler, là, j'ai eu le droit à mon téléphone là, parce que c'est moi qui le payais, fait que ça n'a pas été un problème pour ça. Là. Puis maintenant que vous êtes des étudiants, quel rôle joue la technologie dans votre vie de tous les jours? C'est crucial. C'est crucial. C'est très important. C'est crucial. Le premier jour d'école, c'était même pas le premier jour d'école, c'est l'orientation. Notre prof dit, je vous ajoute dans un groupe de Facebook, de conversation. C'est et ça. c'est là où tout va être important. Les courriels, c'est crucial. Si t'as pas la technologie, t'es 15 steps behind, genre. Oui, t'es pas au courant de ce qui se passe. Puis surtout, nous, on est étudiants en journaliste. Fait que c'est encore plus important d'avoir un accès à Internet et tout ça pour l'actualité, parce que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, l'actualité. Oui. Fait que c'est ça, c'est comme vraiment important. Ça va plus vite aussi que mettons, tu vas à l'école, tu veux tout de suite une information, tu textes ton professeur, tu écris un courriel sur Facebook. C'est vraiment facile. C'est plus l'accès là, au prof. C'est plus rapide. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça va plus vite, ça donne plus d'accès à l'information, mais au détriment de quoi, selon vous? Notre temps, on peut dire notre temps. On perd tellement notre temps sur les réseaux sociaux. Il y avait une étude qui avait été faite qui dit qu'à peu près, les jeunes passent à peu près 36 heures par semaine sur les réseaux sociaux, ce qui est l'équivalent d'une semaine de travail à temps plein. Wow! Donc, c'est énorme. Et vous n'êtes pas payé pour ça? Non, c'est ça! Et voilà! C'est ça, ça vous coûte des données, ça vous coûte des sous. Ouais. C'est cher. C'est cher, le téléphone, là, quand tu y penses. Oui. C'est tellement... Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait autant de sources de distraction sur l'Internet, ça fait qu'on est en train de devenir une société de grands distraits? Je crois que oui. Je crois que oui. Puis je crois que, juste, mettons, côté scolaire, je crois que c'est une énorme distraction pendant les cours, en fait, là, même dans la vie en général. Mais si on cible un problème éducation, c'est ça, c'est une grosse distraction. Qui suit vraiment le cours quand tu as un téléphone qui t'amène à Twitter, Facebook, l'Internet avec un clic d'un bouton, c'est comme impossible de te concentrer sur le cours. C'est ça, puis tu reçois des avis constamment pendant la journée, hein, quand tu es abonné à quelque chose. C'est même rendu au point où notre professeur nous confisque nos téléphones pour notre cours de montage. Quand il faut ce qu'il faut, vous devez écouter, alors il passe avec un bac et il faut qu'on lui donne un téléphone. Oui. Est-ce que vous pensez que la technologie est nécessaire à l'éducation? Est-ce que c'est un outil essentiel? Oui. Je crois que rendu aujourd'hui, oui. Mais je pense qu'il faut faire un équilibre entre technologie et comme un peu enseignement traditionnel, là, si je peux dire ça comme ça. Parce que justement, d'avoir un trop grand accès à ça, ça nous distrait, puis c'est néfaste un peu pour nos études. Mais je pense que oui, avoir accès à Internet, c'est important dans les études. Puis toute la technologie, justement, comme les Active Board, là, ça s'appelait comme ça, moi, au secondaire, là, c'est Smart Board, que la théorie est projetée là-dessus. Puis je pense que ça fait avancer l'éducation. Mais c'est ça, comme faire un équilibre, pour pas que ça devienne trop. Là. Où est-ce que vous voyez l'avenir de l'éducation et de la technologie, du rôle de la technologie dans l'éducation? Je sais pas, personnellement, dans mon école secondaire, on commence déjà à avoir des iPads en classe, des MacBooks, genre, comme tu peux utiliser, tu peux les louer, par exemple. Puis c'est comme, ça avance trop vite pour moi. Moi, je peux à peine keep up. J'ai mon téléphone iPhone, ça fait 3 ans, là, puis... En même temps, ça peut aussi être une motivation, je pense, pour les jeunes. Ça leur donne envie, peut-être, de suivre le cours. Autant une distraction qu'une motivation, parce que ça peut être stimulant aussi, je pense, d'avoir accès à ça. Mais, ouais. Pensez-vous que la majorité des gens sont conscients de la dépendance qui peut se créer avec la technologie? Je pense qu'ils... Je pense qu'ils savent, mais ils savent pas à quel point. Écoute, moi, je sais que je vais sur mon téléphone beaucoup, mais là, tu as dit 36 heures. Là, ça me frappe fort. C'est comme 36 heures, c'est une journée. Tu vas commencer à faire des calculs. C'est une journée et demie. C'est fou, hein? Je pense que le monde réalise que je suis sur mon téléphone beaucoup, mais quand tu leur dis un numéro, une figure précise, ça ouvre les yeux un petit peu plus. Oui, mais on en parle de plus en plus aussi qu'on est dépendant. Là. Plus la société évolue, la technologie évolue aussi, plus on est là-dessus, puis on est conscient que ça devient nécessaire à notre quotidien. Sauf que faut juste pas qu'on l'utilise trop. Moi, je me suis toujours dit que quand on se connecte à notre compte, on se déconnecte comme du vrai monde. En même temps,
c'est vraiment ça. C'est deux mondes qui sont différents, le virtuel et le réel. Ouais. Puis on manque tellement de belles choses dans la vraie vie. T'sais, on est vraiment capté sur Mm-hmm. Facebook. Il faut aller voir nos amis. Mais dans ton Facebook, tu peux avoir 1000 amis, mais combien tu as de vrais amis dans ça la vraie vie? fait perdre un peu le contact entre Humain. deux personnes, humain. Ben, merci beaucoup pour cette belle discussion. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, le pour et le contre, la technologie. Et je pense que ça a son rôle à jouer, mais en modération. Comme tout dans la vie. Et voilà. En modération. Et voilà. Oh non, dis-moi pas que tu t'es fait opérer par le docteur Gaston, toi aussi. On s'en place, là. Comment ça? Ah. Ben écoute, moi la dernière fois qu'il m'a opéré, là, il m'a laissé un scalpel dans le ventre. Puis en tout cas, je sais pas où est son doctorat, mais moi je me suis retrouvée avec plein de strains dans l'estomac. Ah. Ouais, puis moi, Big, il me laissait un masque de docteur dans moi. Ben voyons donc. Allô? Allô, Gaston, c'est toi? Non, Gaston, il a laissé son téléphone dans mon estomac. Est-ce que je peux prendre le message pour lui? Oui, peux-tu dire que sa mère passe pour souper demain et qu'il ramasse des œufs en venant du travail, s'il te plaît? Ok, je vais laisser savoir. Puis, avez-vous peut-être checké un couteau au toit? Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir le réparer? Oui, absolument, oui. Ça va vous coûter combien, ça, environ? Ben, c'est ça, là. Ça risque de coûter, là. Ah, ouais. Ouais, ça, c'est juste un estimé parce que ça pourrait aller jusqu'à. C'est pas mal cher, ça. Ouais, mais j'imagine que pour vous, je pourrais le faire à. Ok, là, moi, je pensais que ça allait plutôt coûter du genre 10. Non, hey, des gouttières, là, ça, c'est au moins, là. Puis le recouvrement d'histoire avec ça, là. L'isolation, là, c'est. Puis là, sans parler des taxes, ça, c'est au moins, là. Ok, puis combien ça fait ça en dessous de la table? Mais. 100 piastres. Alors, j'ai avec moi en studio Mathieu Saint-Pierre, le réalisateur du documentaire La Relève. Bonjour Mathieu. Salut Fabienne. D'où est venue l'idée pour ce documentaire-là de parler justement de la relève? Ben, c'était dans notre cours de réalisation pour le truc de J60 qu'il fallait trouver un sujet. Moi, j'ai pensé à ma sœur qui prenait la relève de la ferme familiale. On a décidé de le faire sur elle. Est-ce que c'était un défi pour toi d'interviewer ta sœur? Non, c'était assez facile parce que moi, j'étais chez nous. Puis mes deux coéquipiers, eux autres, ils pouvaient découvrir la ferme puis tout ça, où c'est que je reste. Puis est-ce que c'était la première fois que tu réalisais un documentaire? Oui, c'était la première fois. Puis raconte-moi ton expérience, est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai assez aimé ça, de pouvoir comme, un peu choisir ce que je filmais, un peu comment ça s'enlignait. Comment tu fais pour raconter une histoire? C'était quoi ta stratégie? Un peu montrer ce qu'elle aimait faire à la ferme, peut-être les petits trucs un peu moins bons, montrer des belles shots de la ferme, pour montrer vraiment au monde comment c'est. Oui, moi, je t'avoue que ton ouverture, la balançoire, là, vide, ça, c'était vraiment comme ma shot préférée. Je trouve que ça dit tout dès le départ. C'est vraiment beau. Petite parenthèse que je voulais te mentionner. Tourner sur une ferme avec des animaux, il y a plein d'imprévus. Il faut que tu suives l'horaire de la traite des animaux, de leur alimentation. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage? Oui, j'en ai une bonne. 20 minutes après qu'on soit arrivé, chez nous, il y a une vache qui a veillé, dans le fond, qui a accouché. Elle a eu son petit veau. Puis on a tout filmé ça. Wow! Ça a permis à mes deux coéquipiers de pouvoir voir ça. On n'a pas utilisé ça pour le montage, parce que ça n'avait pas beaucoup de rapport. Mais on voit le veau. Oui, ça, on le voit, par exemple. Oui, c'est un beau moment. Oui. De toute ton expérience de A à Z avec ce documentaire-là, quelle a été ton expérience préférée? Je veux dire d'être sur le terrain en train de réaliser, d'aider tes caméramans, de prendre la leçon, à prendre tes tels shots, tout ça.
Bien, félicitations. Moi, c'est un documentaire que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que le sujet est très pertinent et tu l'as bien raconté. Donc, on va le présenter aux téléspectateurs parce que je pense que les autres aussi ont très hâte de le voir. Si je trouve bizarre que je sois la seule des 3 enfants qui veulent prendre la relève de la ferme, non. Pour moi, c'est juste que on a tous des intérêts différents. La ferme, c'est un mode de vie. C'est pas... c'est du travail 7 jours sur 7, 365 jours par année, souvent. C'est peut-être pas ce que les gens vont porter à vouloir faire parce que plusieurs personnes aiment mieux sortir de chez eux puis pas rester tout le temps à travailler. Mais être avec les animaux, moi, je trouve que je suis juste bien entourée des animaux, entourée de la nature, que c'est... Même si le vendredi soir, je suis en train de tirer les vaches, c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Fait que ça me dérange pas de faire ça pendant toute ma vie. C'est pas juste un endroit où tu te rends pour aller travailler, c'est là où tu restes, que tu élèves tes enfants, ils vont te suivre dans l'étable tout le temps. Oui, quand tu fais sauter du lait? Oui, c'est papa qui donne tout le fer, ça il vient tirer les vaches avec lui. Tu sais, t'as vu ce qu'il a mis la pelle? Ah, il doit l'avoir mis dehors. La pelle. Ouais, c'est pas drôle. Ça peut arriver que ça te tente pas de venir, mais eux, ils sont tout le temps un peu... Ils vont être tout le temps contents, ils vont te licher, puis ça va faire que tu vas avoir le sourire juste d'être venu puis de les côtoyer. Ou je sais que ça peut paraître bizarre, juste marcher dans mon champ puis regarder les mauvaises herbes, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu une passion pour les plantes en faisant un cours de botanique au cégep, puis juste marcher dans le champ, regarder par terre, les observer. Ou juste le fait de voir évoluer les animaux, de partir quand ils sont tout petits à devenir une vache laitière. Ou même la même chose dans les champs à chaque printemps, c'est toutes des petites semences, puis à la fin de l'été, c'est rendu des plants de maïs, des plants de soya, de blé. C'est voir l'évolution de ça, c'est toutes des petites choses qui font que j'aime ça, venir ici. C'est rare. Que l'élément numéro 1 quand on veut reprendre la relève d'une entreprise agricole, c'est la passion du métier. C'est quelque chose que j'ai en moi, c'est pour ça que je me considère une bonne personne pour prendre la relève d'une entreprise agricole. Puis aussi,
Je trouve que c'est un métier qui touche à tout. Autant un peu du côté papier pour la comptabilité, les chiffres de l'entreprise, autant du travail un peu physique, manuel, avec la réparation des machineries, avec la traite, où on est avec la nature, les animaux. Et je trouve que c'est une bonne combinaison de tous ces éléments-là. C'est un peu des choses que j'aime dans la vie. C'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de bien de faire. Un bon métier qui me convient. Puis aussi, c'est prendre la relève de la ferme, ça veut dire poursuivre qu'est-ce que mes parents y ont commencé. Je trouve que c'est juste une bonne façon de prendre la relève, de les remercier du cadeau dans le fond qu'ils font d'avoir commencé ça, puis que je puisse le poursuivre. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je suis fière de poursuivre qu'est-ce que mes parents y ont commencé. Alors ce soir, pour ce dernier forum, on va parler des métiers traditionnels. Puis pour la discussion, on va s'entendre que métiers traditionnels, on pense à cordonnier, couturière ou couturier, horloger, fermier même, ça peut aller dans cette direction-là. Mais avant de commencer, je vais vous présenter. À ma gauche, j'ai Marika Bellavance. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ensuite Farès Caf. Bonjour. Bonjour. Alex Lamotte. Bonjour. C'est ça? Oui. Samuel Gagné-Savoie. Bonjour. Je te reconnais. Yes, sir. Cindy Herman. Allô. Bienvenue. Merci. Et Sébastien Dagenet. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, commençons tout de suite. Vous étudiez dans quel domaine? En journalisme. Puis en production télé. Pourquoi avoir choisi ce métier-là, cette profession-là, et non un métier, comme ceux que j'ai mentionnés? Est-ce que c'est par... C'est par allez-y. passion, en fait. Passion. C'est vraiment parce que c'est ça qui m'intéresse. J'aime l'écriture, j'aime tout ce qui entoure le journalisme, et c'est pour ça que je me suis inscrite là-dedans. J'ai pas vraiment pensé à la question métier traditionnel. C'est vraiment juste par amour pour le métier. Est-ce que vous avez pensé à ce métier-là aussi parce que vous êtes peut-être plus intellectuel que manuel? Ouais, non, moi, je suis un désastre avec mes mains. Un désastre absolu. Je peux pas rien fixer, rien, des choses comme ça. Moi, c'est écriture et comme parler, c'est facile, mais comme faire remplacer une voiture, faire des choses comme ça, c'est non, pour moi, impossible. Pour ma part, je me suis inscrit dans ce programme-là parce que, en fait, c'est pour poursuivre mon rêve. J'aimerais ça être animateur éventuellement, peut-être dans une chaîne sportive, par exemple RDS. Donc, c'est peut-être la voie la plus facile, la plus rapide pour atteindre mon rêve. C'était vraiment un intérêt. Exactement, c'est un intérêt que j'ai depuis que je suis tout jeune. Même chose pour vous. Oui, ben moi, ce que j'ai bien aimé du programme en tant que tel, c'est la polyvalence qu'il offre, c'est-à-dire il ouvre plusieurs portes, autant du côté technique, de production, ça fait travailler le cerveau beaucoup, on va dire. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un exemple, un micro-exemple, que les gens délaissent ces métiers-là? Je pense qu'il y en aura toujours qui vont être intéressés par ces métiers-là, mais peut-être qu'il va en avoir de moins en moins, c'est possible. C'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas vraiment des gens qui sont inscrits dans un programme pour un métier comme tu as nommé au début, là, couture et tout ça. Là. J'en connais pas beaucoup. Je sais pas pour vous. Là. Moi non plus. Non, moi non plus. Ben, c'est vrai que c'est l'évolution aussi là, des choses. Là. Moi, quand je suis arrivé dans le programme de télé, j'étais tout heureux. Je dis ça à tous mes amis, puis mes amis sont comme « Ah, cool, c'est le fun. » Je suis comme « Voyons, tu comprends pas, je m'en vais faire de la télé. » Ils sont là. « OK, cool. Moi, je vais aller faire mes travail. » Peut-être que tu aurais eu une réaction écœurante si tu leur avais dit que tu devenais cordonnier. Ben c'est ça. Tu sais, je me dis peut-être j'aurais pu être cordonnier finalement. Parce que c'est plus rare, on entend moins ça. Je pense que c'est le salaire. Ça se peut-tu le salaire aussi là-dedans qui rentre en compte quand même? Parce que comme nous autres, ben, on va dire, en journaliste, ça va être, on va avoir un très bon salaire, quand même tout dépendant de où on va être situé. Mais comme si on devient un métier, puisque ça commence à être moins la mode, tu comprends? Fait qu'on va dire, c'est comme du monde dans une cinquantaine d'années qui sont, on va dire, mais ils vont pas délaisser ça à des nouveaux. Ils n'ont pas de relève vraiment. Est-ce qu'on pourrait penser que ces métiers-là sont un peu mis de côté parce que notre consommation ne correspond pas à
leur objectif. C'est-à-dire, l'objectif d'un cordonnier, c'est de réparer ta chaussure pour que tu puisses la reporter à nouveau. Mais maintenant, on est dans le prêt-à-porter et le prêt-à-jeter aussi. Pensez-vous que ça a une influence? Ben oui, parce que, 100%. oui, parce que c'est plus facile, mettons, d'acheter, tout le temps acheter, que de faire réparer. On est toujours porté à du nouveau. Fait que dès que ta paire de chaussures, par exemple, va briser, automatiquement, tu vas aller au magasin, t'en acheter une. Fait que c'est beaucoup plus facile aussi d'accès. C'est rapide, puis tu as besoin là d'une paire de chaussures, ben, tu t'en vas au magasin. Tu n'attendras pas une semaine pendant que ta chaussure se fait réparer. Donc, on veut tout de suite. Oui, c'est ça. C'est un gros problème, je pense. Oui, c'est vraiment... La génération vraiment impatiente. Oui, c'est... Génération impatiente. La génération fast-food, mais même au niveau de sa consommation des biens. Mais économiquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux de toujours acheter, jeter, au lieu de s'acheter une belle paire de chaussures qui vaut peut-être plus cher que celle que tu vas t'acheter, je ne sais pas moi, chez Payless. Tu vas la payer peut-être 3 fois le prix, mais elle vaut la peine d'être réparée. Ça va durer plus longtemps aussi. Aussi? Au moins le même prix. Puis ben, ça va être une paire de chaussures, on va dire que tu peux l'amener, comme vous avez si bien dit, dans une cordonnerie, que tu peux la faire réparer. Mais si ça vient de Payless, c'est quand c'est de la colle, mais il ne peut pas faire grand-chose quand ta semelle est donne. Non, j'ai déjà essayé d'apporter une paire de chaussures qui n'était pas qui était bon marché, puis que j'aimais bien, puis le cordonnier a dit, regarde, ça va te coûter plus cher en réparation que la valeur de la chaussure. On pense aussi aux métiers comme d'horloger, parce que les montres maintenant nous servent plus vraiment. On a nos téléphones. C'est un accessoire, ouais. Pour le j'ai un téléphone. Non, c'est ça. Mais le monde ne savent même plus comment lire. Ouais, non, mais sérieusement, j'ai déjà eu du monde qui sont avec une montre qui m'ont demandé, il est quelle heure? Je suis comme, yo, t'as une montre sur ton bras, il y a une montre. Mais Là, puis il m'a dit, non, je sais pas comment le lire. On dirait que c'est niaiseux, mais c'est un vrai problème. C'est comme une vraie chose, ouais. Mais la montre a perdu son usage traditionnel, je pense. Ouais, la montre perd de plus en plus son usage de base. C'est plus pour bien paraître, pour avoir l'air riche. C'était ça au début, hein, les montres, c'était pour montrer ton statut social. Donc, si les gens s'achètent des montres pour représenter leur niveau social, ça veut dire qu'ils ont investi un peu d'argent. Croyez-vous que dans ce cas-ci, un métier comme horloger, je crois que c'est les bijoutiers, par contre, qui font les réparations. Mais ça peut... l'avenir est un peu plus rose, peut-être, pour... Si je peux dire, moi, je pense vraiment là, que ce qui a le plus grand impact là-dessus, c'est vraiment l'évolution de la technologie en tant que telle. Par exemple, oui, c'est bien beau les montres, mais maintenant, celui qui paraît le mieux, c'est celui qui a la plus belle montre ou celui qui a le sel qui a payé le plus cher, tu sais. C'est ça, l'apparence. Tu parais bien... plus, on va dire à ton affaire, si par exemple tu as ton cellulaire dernier cri modifié qui filme en 8K, là, puis tout, tu sais, ça veut dire tu vas mieux paraître comme ça plutôt que d'avoir ta montre, le monde va juste OK. Puis ça paraît dans n'importe quel métier d'aujourd'hui. Pensons, on peut reprendre ton exemple de cordonnier, là, ça revient à ce que tu disais, les gens vont préférer s'acheter des souliers qui brillent, faits en peau de je sais pas moi, en plastique. En plastique ou en peau de crocodile, je sais pas, mais ils vont pas, ils vont certainement pas aller l'amener au cordonnier, tu sais. Encore là, qui sait où est-ce qu'il y a un cordonnier proche de chez eux? Ah, moi, j'en connais un bon. Elle Elle est très, très bonne. Je fais réparer mes jambières de gardien de but. Là. Ah, bon, ouais. Est-ce que vous croyez dans l'importance de ces métiers-là? Oui, mais il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste parce qu'on a commencé par là. C'était comme ça que ça a été commencé. C'est une main-d'œuvre. Mais maintenant, c'est l'industrie qui prend la place. C'est-à-dire? Les industries, comme c'est fait en gros, tout en grand, en gros, puis la valeur aussi qui descend. Mais comme pour les montres, là, les bijouteries et tout, ben, malheureusement, ben, ça commence à descendre parce que c'est tout fait numérique maintenant. C'est tout fait numérique, fait que toutes les horloges, les cadrans, ben, il y a moins de main-d'œuvre pour ça. Fait que du monde, quand on va dire, ça brise, mais il faut que tu ailles la faire réparer, ben, il y a moins en moins de monde. Puis ça coûte plus cher maintenant parce qu'ils ont pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de monde qui Il n'y a pas beaucoup de monde qui mais vont. je pense qu'ils vont toujours avoir une clientèle quand même, ces métiers-là. C'est pour ça que c'est important que ça reste. Mais même s'ils deviennent une minorité, c'est ça. Ils vont toujours avoir des gens qui sont intéressés par rapport à ça aussi. Oui, la relève du métier. C'est là aussi que l'expression chaque chose en son temps prend tout son sens. Hein? On va repenser par exemple à l'époque où est-ce qu'il y avait un crieur public en plein milieu où il descend, oyez, puis il allait. À l'époque, là, tu leur disais, bon, ben il n'y a plus de crieur, le monde paniquait. Ben voyons donc, il n'y a plus de crieur. Comment on va apprendre les nouvelles? Ben c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on mettrait un crieur en milieu de la rue, le monde penserait qu'il est fou. Donc toi, tu penses que... Je pense chaque chose en son temps, c'est-à-dire
on a encore besoin de ces certains métiers-là, mais d'après moi, la société évolue. Puis à un certain point, je pense que ça sera plus parce qu'on n'aime pas ça, c'est juste parce qu'on va avoir évolué, on n'en aura plus besoin, tout simplement. Tu penses pas que notre conscience environnementale va changer ça? Qu'on va retourner... Parce que, tu sais, il y a des mouvements de retour à la Terre et tout ça, là, la simplicité. Penses-tu que ça pourrait, ces mouvements-là, ramener ces métiers-là sur la place publique? De tout cœur, je le souhaite. J'aimerais ça. Malheureusement, il n'y a personne, je pense, qui peut dire à quoi l'avenir va ressembler. L'être humain en tant que tel se conscientise envers l'environnement. À certains points, il va être plus conscientisé qu'un autre. À certains points, il va plus s'en foutre qu'un autre. Ça dépend vraiment, encore une fois, de l'évolution, de qu'est-ce qui change avec le temps. Éventuellement, je pense que si tout le monde se conscientise et se dit « Ah, ben peut-être qu'on pourrait se concentrer sur l'environnement, ben peut-être, ah, ben là, les cordonniers vont revenir. » Mais je pense pas que le crieur va revenir. Non, je pense pas. C'est une très bonne chose aussi. Mais dans les pays sous-développés, ces métiers-là sont beaucoup plus populaires. Donc... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par exemple, moi, je suis égyptien, puis quand je marche dans les rues au Caire, je vois des cordonniers du monde il y a des boutiques spécifiquement pour remplacer ta montre et faire des travaux sur ta montre. Changer ta semelle. Il y a des cireurs de chaussures aussi. Aussi, je pense dans les quartiers les plus vieux. Par exemple, à Londres, il y a les parties vieilles de Londres, comme le vieux Londres. Il y a des cordonniers, il y a du monde dans les stations de métro qui est en train de nettoyer et en train de remplacer des chaussures. Oui, je dirais que dans le tiers-monde et dans les autres pays moins développés, c'est plus présent qu'au Canada, aux États-Unis, quand on a la technologie à gauche-droite. La technologie est comme ça, c'est à portée de main. Ça revient tout à la technologie. Mais c'est ça, mais tu sais, tu t'en vas comme, par exemple, justement, tu dis en Égypte, tu sais, le monde n'a pas connu vraiment ce que nous, on connaît, la technologie aussi facile d'accès. C'est ça, parce qu'on évolue plus vite. C'est ça, c'est beaucoup plus vite. Eux sont comme en retardement. Fait que c'est sûr que plus que ça va avancer, plus qu'ils vont devenir comme nous, là, dans le fond. Est-ce que... Oh, excuse-moi. J'allais juste rajouter que, dans le fond, ça revient à ça, c'est l'évolution. On amènerait toute notre lot de technologie qu'on a ici, on l'amènerait dans des pays du tiers-monde, justement. D'après moi, éventuellement, la cordonnerie va disparaître aussi, puis et ainsi de suite. Ils vont être à jour, comme nous. C'est ça, parce qu'ils connaissent pas ce qu'on connaît, nous. Fait que c'est comme... Effectivement, non, pour la cordonnerie, en fait, comme je te dis, moi, j'ai une cordonnerie pas loin de chez moi. Ben, ce monsieur-là, il y a 3 filles. Les 3 filles, c'est pas les 3 filles qui vont être la relève de la cordonnerie. Fait qu'il dit, va la vendre, puis ça va être fini, là. C'est dommage. Oui. Vous parlez de technologie, vous parlez d'évolution et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi le pouvoir d'achat qui fait en sorte que nous, on se paye ce qu'on veut tout le temps, puis eux, ils ont peut-être un pouvoir d'achat qui est moindre, alors, veut pas, on gratte nos scènes, on rapièce ce qu'on a, puis... Moi, je me suis fait dire à un moment donné, une fois dans ma vie, je suis trop pauvre pour acheter cheap. Parce que, au fond, quand on achète quelque chose qui est comme de moins bonne qualité, ça finit toujours qu'on doit racheter ou réparer. Fait que c'est mieux d'acheter quelque chose de bonne qualité tout de suite, puis plus avoir à y penser pendant des années, ou en tout cas, ça dépend du produit. Mais au moins, il va nous durer que de toujours être rendu en train de le faire réparer. Puis... si je vous souhaite que ça fonctionne dans votre domaine dans lequel vous vous en allez, si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous avez... Moi, j'ai déjà pensé, si ça ne fonctionnait pas, il y avait des plans B. Puis des plans B, il y en avait que c'était des métiers intéressants parce que je suis manuel, puis j'aime ce travail-là qui demande moins de réflexion. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Moi, j'ai un plan B. Moi, j'ai un plan B, mais pas d'un métier traditionnel. Okay. Pour ma part, j'adore voyager. Fait que c'est sûr que journaliste, voyage, ça marche, mais si... vos journalistes, comme vous dites, ça marche pas, ben moi, j'aimerais peut-être m'en aller au test de l'air. Fait que c'est vraiment pas cordonnier ou quelque chose comme ça. Là. Je veux voyager. Fait que... Mais mais l'affaire avec les métiers comme cordonnier et tout ça, c'est que c'est comme un talent. C'est comme t'es né avec. Genre, tu peux pas... Ben, tu pourrais, mais c'est pas vraiment réaliste d'apprendre comment remplacer une chaussure, mais c'est comme si par exemple ton père l'a fait puis son père l'a fait avant puis c'est comme c'est passé pour toi. Moi ma famille, on est atroce avec les machines, atroce avec comme remplacer des voitures et des choses comme ça. Il faut qu'on l'amène au garage, il faut qu'on le donne à quelqu'un qui peut le faire, qui a ce talent. Mais nous on n'a pas ce talent là. Nous notre talent c'est la communication et c'est écrire et lire et des choses comme ça, mais comme le métier traditionnel comme on a dit, c'est moi je trouve plus que c'est un talent, c'est un drôle de mot de dire pour un cordonnier là, mais oui, c'est un talent. C'est un talent, c'est comme c'est donné, c'est pas acquis. Oui. Comme juste de même un exemple. Est-ce quelqu'un ici qui est capable de faire un changement d'huile? Absolument pas. C'est impossible. Non, quand même. Mais ça vaut pas la peine, par exemple. Ça coûte le même prix, puis tu salis les mains.
Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de la conversation. Est-ce que vous... c'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir quelqu'un qui fait un métier, là, comme un artisan? Là? Pour ma part, ma grand-maman est dans le Cercle des fermiers du Québec. Elle coud beaucoup. Elle fait des recettes, elle vend ça. Elle va dans des expositions, genre au lac Nomineng, dans les Laurentides, puis elle expose ses produits qu'elle fait elle-même avec ses mains. C'est une richesse, je trouve. Moi, recevoir à Noël une paire de pantoufles de grand-maman, là, gars, c'est une richesse. Parce que c'est elle qui les a faites, fait que ça vaut plus que se faire acheter quelque chose du magasin. Il y a comme une plus-value, une valeur ajoutée. Ma tante, elle est herboriste. Elle vend ses produits pour guérir le monde pendant la saison d'hiver. On va dire c'est des produits qui sont naturels, fait qu'il n'y a pas de chimiques comme qu'on peut recevoir dans les pharmacies ou quelque chose comme ça. Parfait. Mais merci beaucoup. On va se laisser sur l'histoire de ta grand-mère. Parfait, merci. C'est la meilleure conclusion au monde. Yes, sir. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Pas de problème. Vous êtes prêts? Vous voulez savoir? Alors, on va commencer. Oui. Croyez-vous que la construction de ce centre va bénéficier les malentendants de la région? Absolument. Ça fait des années que nous faisons campagne pour l'ouverture de ce centre. Un centre qui viendra en aide spécifiquement aux malentendants de la région. Et maintenant qu'il existe, je crois vraiment qu'il fera une grande différence pour favoriser les échanges et rapprocher les gens, favoriser les discussions aussi et trouver des solutions à leurs problèmes. Définitivement, je crois vraiment qu'il fera une énorme différence. Excusez-moi, c'est parce que vous m'accrochez là avec votre main. Pouvez-vous vous éloigner un petit peu? Excusez-moi, je m'en étais pas rendu compte. Faites-vous-en pas, on va couper ça au montage. Seriez-vous tenté de blâmer le conseil municipal d'avoir tardé si longtemps la construction de ce centre? Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Hein? Je ne voudrais pas avoir l'air de blâmer quiconque trop sévèrement. Par contre, je dois dire que les deux partis du conseil, tant celui de droite que celui de gauche, eh bien, ils nous avaient toujours promis les sommes d'argent nécessaires. J'ai par contre été un peu surprise d'apprendre pour ces présélections du conseiller de l'extrême gauche. Donc, excusez-moi, là. Non, excusez-moi. Hey, est-ce que vous faites exprès? Mais de quoi? C'est parce que vous me touchez, là, avec votre main dans mon visage. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Les payeurs de taxes vont-ils quand même pouvoir bénéficier de ce centre-là? Vous savez, il est bon de préciser que ce n'est pas seulement le conseil municipal qui contribue au financement de ce centre. Sa participation n'est que de seulement 50 %. L'autre 50 % nous provient d'œuvres de charité et j'aimerais beaucoup les remercier pour ce 50 %. OK, c'est quoi ça, hein? C'est 50 %? Mais non, ça, là, c'est un poulet. Oui, mais c'est la moitié d'un poulet. Ça ici, c'est 100 %. Celui-ci, 50. Et c'est quoi, 25 %? Est-ce que vous me niaisez en ce moment? On est pressé, s'il vous plaît. On est pressé. Très sérieuse. Pardon, désolée. Pouvez-vous nous parler de l'aménagement du centre? Oui, il va y avoir au rez-de-chaussée et aux 2 prochains étages une grande bibliothèque avec une section de livres de fiction populaire, aussi une section de livres de référence pour les étudiants de la région. La bibliothèque va être accessible jusqu'à 11h30 le soir. Il va également y avoir une grande section d'ordinateurs avec un accès gratuit à Internet, autant pour les adultes que pour les jeunes, car on veut vraiment que les jeunes se sentent la bienvenue au centre. C'est vraiment important. Au 2e étage, il va y avoir plusieurs choses. Au 2e étage, il va... Non, mais c'est parce que là, vous en montrez 3. Parce qu'on est au rez-de-chaussée, il y a 3 étages pour aller au 2e. Les 3 étages à partir d'ici. 3 étages à partir d'ici. Je suis dans l'ascenseur.
va y avoir un grand lounge avec un salon où les gens vont pouvoir discuter, jaser, s'amuser, débattre sur les différents sujets présents dans notre actualité. Il va aussi y avoir une grande section de films. Est-ce que vous me niaisez en ce moment? S'il vous plaît, madame. Ça va but de détruire ma présentation? S'il vous plaît. Va-t-il y avoir un restaurant? Oui, il va y avoir un restaurant. Et pour la grande ouverture, on va offrir un spécial de 25% de rabais sur le demi-poulet. Puis c'est soir, on a pour vous un une service que le gouvernement offre pour spéciale former des tambours du les patrimoine fonctionnaires. de l'Outaouais. De J'ai avec moi un des membres de cette formation, Charles Saint-Jean. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Fabienne. La mission de votre ensemble, c'est de promouvoir et sauvegarder la percussion rudimentale du Canada. Qu'est-ce que c'est au juste ce type de percussion-là? C'est une percussion basée sur des rudiments de tambour. Qu'est-ce qu'un rudiment? Un rudiment, c'est un peu comme un pas de danse. C'est quelqu'un qui prend la danse. Si vous dansez une valse, vous avez certains patrons de pas à apprendre. Si vous dansez un cha-cha, c'est complètement différent. Si vous dansez une danse à claquettes, c'est différents patrons. Nous, on fait de la percussion basée sur des patrons comme ça, mais on appelle ça des rudiments. Par exemple, le premier rudiment que l'on enseigne aux jeunes habituellement, après avoir appris le roulement de tambour, là, puis tout ça, le premier rudiment que l'on enseigne est le paradiddle, qui est donc de droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Là, vous m'avez déjà perdu. Ah, c'est ça. Puis là, on monte ça jusqu'à des doubles croches. Puis c'est un des rudiments de base, mais il y a 40 rudiments comme ça de base que l'on doit apprendre. Est-ce que ce type de percussion-là est en voie de disparition? Je dirais que c'était en voie de disparition il y a quelques années. Nous, notre but là, est de promouvoir et de sauvegarder la percussion rudimentale. Mais par contre, j'ai remarqué que depuis peut-être 2 ans, là, ça commence à revenir. On voit beaucoup dans les collèges, dans les écoles secondaires, de plus en plus de ce qu'on appelle les drumlines, là, les fameuses drumlines que l'on voyait autrefois. En vous parlant tantôt, vous aviez mentionné, en vous parlant avant l'entrevue officielle, là, vous avez mentionné que vous êtes un des membres fondateurs, que vous êtes ami avec certains des membres depuis presque combien d'années? 45 ans? 45 ans. 45 ans. Qu'est-ce qui surprend le plus quand les gens assistent à vos performances? Moi, ce qui m'a surpris, c'est les amitiés que vous avez créées, mais les gens qui vont vous regarder, qu'est-ce qui va les surprendre le plus? C'est la précision. C'est un peu comme, si vous connaissez le groupe de danse River Dance, qui danse avec une précision là, incroyable. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec la percussion. En mettant des rudiments ensemble, on crée certaines pièces de percussion. D'ailleurs, les 2 pièces que vous allez voir tantôt, vous allez entendre tantôt, pardon, vous allez remarquer là, que c'est basé sur une précision des caisses claires que vous allez voir en avant. Là. Puis on utilise différents rudiments pour en faire des pièces de percussion. Super, j'ai très hâte de voir ça. Je vous laisse prendre votre position pour la performance. Et alors, est-ce que vous avez hâte? Vous devez avoir hâte parce que moi, oui. Il va sans dire que la prestation qui s'en vient, que vous allez voir à la maison, sera des plus rythmées. Alors, sans plus tarder, on a le plaisir de vous présenter les tambours du patrimoine de l'Outaouais.
as your best to settle. Pourquoi il vient juste de tirer sur le gars? Ah, il vient de découvrir que c'est lui le bandit. Ok, moi je pensais que c'était le gars chauve le bandit. Non, le gars chauve, il travaille en secret pour la police. Comment ça se fait que tout ce qui est sur la Terre s'envole pas dans l'espace? Ah, ça, c'est à cause de la gravité. La Terre attire vers elle tout ce qui l'entoure. Isaac Newton il a formulé cette théorie-là en 1660. C'est quoi le terme exact pour désigner un groupe de loups? Une meute. Qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1913? Henri Lafontaine de Belleville. C'est quand notre anniversaire de mariage? Je sais pas. Je vois une maison. En fait, je vois une belle grande maison. Et vous êtes dans cette maison, assise sur le divan, avec un beau jeune homme brun. Comme ça, je vais tomber en amour. Ah, vous vous donnez des pics dans le cou. Vous enlevez sa montre. Vous vous déshabillez. Vous mettez à genoux. Vraiment beau votre piercing. Fait que je comprends bien, là, d'ici dimanche, si tu pars pas tes os. Non, si je perds pas mes os. OK. Si tu perds pas tes os d'ici dimanche, ils vont te forcer. Ils vont me provoquer. Ah, OK. Ils vont te provoquer pour que tu puisses avoir notre bébé. Non, c'est pas ton bébé. Hein? Qu'est-ce que tu penses de la semaine magazine? Ben, moi, je pense que la semaine magazine, c'est épuisant, mais c'est valorisant. C'est vrai. Puis toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je trouve ça vraiment cher. Ça gros travail d'équipe, c'est cool. C'est cool. Moi, ce que je pense de la semaine magazine, c'est que c'est vraiment un projet intéressant qui nous apprend des nouvelles choses et c'est beaucoup mieux qu'une semaine journal. Moi, je crois que la semaine magazine, ça nous renforce les liens qu'on a ensemble, mais surtout... Je pense que la semaine magazine, c'est l'occasion pour tout le monde de démontrer ce qu'ils peuvent faire. C'est super le fun. La semaine magazine, c'est une belle expérience pour s'améliorer de jour en jour. C'est vraiment intéressant, puis on a vraiment du fun. C'est bien du temps, c'est bien du stress, mais c'est bien du fun. Puis on a bien du fun. Ben du fun. Donc, la semaine magazine, c'est un gros challenge pour toute l'équipe, mais c'est un challenge qu'on va réaliser et on a du fun à réaliser. La semaine magazine, c'est l'opportunité pour toutes nous autres d'approfondir nos connaissances dans les domaines qu'on est déjà. Moi, je pense que la semaine magazine, c'est une excellente opportunité d'apprentissage pour tout le monde impliqué. Puis j'aime beaucoup ça travailler au sein d'une équipe parce que je suis ami avec tout le monde. La semaine magazine, dans le fond, moi, je trouve que c'est une occasion pour tout le monde de trouver le meilleur d'eux. Moi, je trouve que la semaine magazine, c'est vraiment un gros travail en équipe. Ça nous permet de pousser nos limites puis d'exploser notre créativité. Parce que je pense que la semaine magazine, je trouve que c'est un gros défi que nous, étudiants en pro-télé, on doit relever en l'espace d'une semaine. Moi, je pense que la semaine magazine, c'est une belle expérience qu'on a, une belle opportunité. C'est vraiment le fun. C'est une chance de se mettre au défi. Moi, ce que je pense de la semaine magazine, c'est que ça force le monde à se lever de bonne heure le matin. Moi, je trouve que la semaine magazine, c'est une grosse merde, mais c'est vraiment le fun. Et moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour se dépasser, pour dépasser notre limite. Nous voici rendus au moment tant attendu de l'émission. On vous promettait une surprise. Eh bien, nous allons tenir cette promesse parce que c'est maintenant le temps de dévoiler les grands gagnants du concours TFO 24/7 La Relève.
Et pour partager ce grand moment avec nous, nous accueillons en studio la productrice de TFO 24/7, Mélanie Routhier-Boudreau, et la rédactrice en chef, Chantal Racine. Bonjour Mélanie Chantal, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. D'abord, expliquez-nous ce que les étudiants devaient réaliser pour le concours TFO 24/7 La Relève. Dans le cadre de ce concours-là, d'ailleurs, on est ravis d'avoir eu la chance et l'opportunité de faire un beau concours comme ça avec la Cité. Les étudiants avaient à produire des reportages, et des reportages qui s'inscrivent vraiment dans le contexte de ce qu'on fait à TFO 24/7. Donc, c'était des courtes capsules vidéo. Ils devaient respecter un certain nombre de temps avec des sujets aussi qui étaient pertinents, qui touchaient la francophonie canadienne. Donc, un beau projet. Ils devaient faire toutes les étapes de la production, que ce soit de commencer à faire la recherche jusqu'à l'étape finale du montage et de faire tout ça dans les standards de la production. Donc, c'était un beau projet pour encourager la relève. Puis, je veux dire, encourager aussi des étudiants qu'on a trouvés vraiment très créatifs, dynamiques aussi Peut-être des futurs employés de TFO. Qui sait, on ne sait jamais. C'est beaucoup de travail, comme tu l'as dit, réaliser un premier reportage. Parlez-nous du processus, étape par étape. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour réaliser ces reportages-là? Bon, on les a vraiment traités comme des réalisateurs, comme les réalisateurs qui sont chez nous, à TFO 24/7. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec eux au niveau de l'angle du reportage, beaucoup. On a travaillé les dossiers de recherche ensemble, les idées de réalisation, de visuels possibles à tourner, tout ça. Puis ensuite, ils sont partis en tournage, puis encore au montage. Ils m'ont envoyé une première version, on a visionné ça ensemble, on a fait des changements. Donc, ils ont vraiment passé les mêmes étapes qu'un réalisateur fait à TFO 24/7 comme tel. Super! Puis, selon vous, ça a été quoi leur grand défi dans la réalisation de ces reportages-là? Bien, je pense qu'on en discutait, là, le défi, il était à plusieurs niveaux, puis de porter tous les chapeaux, en fait, de ce que ça veut dire d'être dans la vraie vie, d'être dans ce milieu-là, de la production, de faire de la recherche, comme je le disais, de confirmer un invité, d'aller sur le tournage, de faire la caméra, après ça, de faire le montage, puis tout ça en respectant vraiment les critères de ce qu'on demandait, parce que comme Chantal le disait, pour nous, ils étaient vraiment comme tous nos autres réalisateurs. Donc, c'était vraiment un item qu'on rajoutait à notre émission, puis qui était fait avec de très grandes qualités. Donc, on était ravis de pouvoir leur donner une visibilité comme ça. Faisait tout ça en même temps aussi. Là. Oui, absolument. Puis il y a des délais. Caméra, son et tout, là, c'est tout fait en même temps. Donc, quelle belle opportunité. Bien, écoutez, le choix du reportage gagnant s'est fait par le public. Donc, on a invité les gens à regarder tous les reportages et à voter pour leur préféré. On a une petite vidéo qui présente les gagnants de ce concours-là. Mais je vais laisser Mélanie et Chantal vous dévoiler leur nom si jamais vous n'étiez pas déjà au courant de qui c'était. Donc? Bien oui, les gagnants, c'était Mathieu Bellefeuille et Philippe Lachance avec leur reportage sur place au théâtre avec le Café Chantant. On regarde ça. Place au théâtre avec le Café Chantant. Mathieu Ouais, merci beaucoup à tout le monde qui a voté. On apprécie énormément ça. Merci beaucoup. On aimerait aussi remercier ceux qui ont participé, qui ont donné vie au reportage. Sans eux, rien n'aurait été possible. Donc, un gros merci à l'École Le Relais et tous les endroits qu'on a filmés pour ne pas nous oublier. Merci pour les iPads! Alors, félicitations Mathieu et Philippe, mais on est loin d'avoir fini de récompenser ces étudiants pour tous leurs efforts. Fabienne? Oui, Mélanie et Chantal, vous êtes venus ici pour remettre un prix, ou plutôt une bourse au nom de TFO, une bourse de 1 000 $ à l'une des 9 équipes de réalisateurs de ces reportages-là. D'abord, expliquez-nous comment avez-vous fait ce choix-là? Un choix qui a été, ça n'a pas été un choix facile. On a formé un membre de jury au sein de notre équipe. Donc, les membres du jury avaient à évaluer les reportages selon différents critères. C'était vraiment important pour nous d'évaluer le produit final vraiment dans son ensemble. Donc, autant avec le choix du sujet, le choix de l'invité, l'angle du traitement, l'originalité, la créativité, la qualité technique, la qualité de réalisation. Donc, c'était vraiment un tout. Puis, on a eu la chance de faire ça en équipe, puis avec un beau résultat qu'on a hâte de vous présenter. Excellent. Bien, nous aussi, on a hâte de le voir. Donc,
on vous laisse nous présenter cette équipe gagnante. Les grands gagnants? Oui, les grands gagnants, donc. Et on doit vous dire que c'est pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Donc, les grands gagnants sont Mathieu Bellefeuille et Philippe Lachance. Hey! Philippe Lachance, bravo! Alors, en attendant qu'ils arrivent ici, dites-nous, qu'est-ce qui a fait que ce reportage-là s'est vraiment démarqué des autres? Vas-y, Chantal. Bien, ce reportage-là nous a marqué d'abord parce que c'était un sujet franco-ontarien. Ça se passait dans une école en Ontario français. À TFO, on aime beaucoup ça. C'est aussi un reportage qui avait beaucoup d'émotions. C'est un reportage qui était touchant, avec 2 personnes aussi. Chez un jeune qui a vécu des belles choses à bord de cette troupe-là. Il parlait en bien de cette troupe-là. Donc, il y avait vraiment un bon feel à ce reportage-là qu'on a beaucoup aimé. Excellent. Et on a un gagnant en studio! Oui. Félicitations! Tu dois être fier. Oui, vraiment. Comment tu te sens? Surpris, honnêtement. Avoir l'iPad puis ça aussi, c'est une grosse surprise, je dois dire. Et ton coéquipier, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais j'aimerais savoir sa réaction à lui. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Salut! Félicitations à toi aussi! Bravo! Alors, oui, on peut montrer le chèque, absolument. Hey. Donc, voici un chèque au montant de 1 000 $ que vous allez pouvoir vous partager. Alors, c'est comme dans la vraie vie, sauf que les chèques sont un petit peu plus petits. Oui. Ils vont aller directement dans ton compte en banque. Et bien voilà, c'est ici que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous avec nous depuis mardi. Nous tenons à remercier d'abord et avant tout le Collège La Cité, et tout le personnel enseignant du programme de production télévisuelle HD. Depuis les 5 derniers jours, Yamil et moi avons travaillé de près avec ces étudiants-là et nous pouvons témoigner de leur passion pour leur travail et de leur souci du détail. Alors, vous, les étudiants, vous avez de quoi être fiers parce que cette émission représente l'aboutissement de vos sacrifices et des nombreuses heures passées à préparer votre semaine magazine et votre émission O360. Nous voulons aussi souligner à nouveau la précieuse collaboration des étudiants du programme de journalisme de la Cité qui nous ont permis de vous présenter des discussions intéressantes et pertinentes. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont à peu près une vingtaine d'étudiants qui travaillent comme dans une fourmilière à faire de la recherche, écrire des textes, tourner des images et les monter afin de vous présenter une émission quotidienne de 65 minutes en direct. Ceci étant dit, Yamil, il ne me reste plus qu'à te remercier parce que ce fut quand même une semaine assez agréable en ta compagnie. Pas pire, hein? Pas pire. Vieille pantoufle, comme je disais, très confortable. Merci beaucoup. À une prochaine. Au revoir.